Alors, piloter un drone en Belgique, c'est un sujet qui passionne, mais attention, les règles du jeu ont bien changé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour voler l'esprit tranquille, en toute légalité et surtout en toute sécurité. Ah, l'excitation du premier déballage d'un drone. On connaît ça, mais très vite, une question s'en pose. Ok, et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, au juste? Parce que non, le ciel n'est malheureusement pas un terrain jeu totalement libre. C'est vrai que quand on commence à regarder, ça peut faire un peu peur. On a d'un côté la réglementation européenne qui est en place depuis fin 2020 et de l'autre, la supervision belge par la DGTA. Bref, il y a de quoi s'y perdre. Mais pas de panique, l'idée c'est justement de démêler tout ça, tranquillement, point par point. Alors, voilà notre programme. On va parler des catégories de risques, de l'enregistrement et de la formation, des règles de vol bien sûr, de l'assurance obligatoire et on terminera par un petit coup d'œil sur ce qui bouge en ce moment. Allez, on décolle. Première étape, et c'est la plus importante, la catégorie de risque. Il faut bien comprendre que maintenant, en Europe, tout vol de drone est classé selon le risque qu'il représente. C'est vraiment la clé de voûte de toutes les réglementations. Pour faire simple, il y a deux grandes familles. D'abord, la catégorie Open. C'est là que se retrouvent 99% des vols, les vols à faible risque, que ce soit pour le loisir ou pour du pro simple. Et puis, il y a la catégorie spécifique. Là, on entre dans un autre monde, celui des opérations plus risquées, comme voler hors de la vue du pilote. Et pour ça, évidemment, il faut des autorisations spéciales. Et même dans la catégorie Open, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Tout est une question de poids et de distance par rapport aux gens. En A1, avec les drones les plus légers, on peut se permettre de survoler des personnes. Mais attention, pas des rassemblements. En A2, on doit rester à proximité, mais avec une marge de sécurité. Et puis en A3, avec les drones plus costauds, là c'est simple. La règle c'est de rester loin, très loin des gens et des habitations. Ok, une fois qu'on a compris dans quelle catégorie on se situe, il faut s'occuper de la paperasse. Et oui, avant de faire voler quoi que ce soit, il y a quelques étapes administratives qui sont absolument incontournables. La première chose à faire, c'est de s'enregistrer en tant qu'exploitant. C'est assez simple, tout se fait en ligne sur le site de la DGTA. Une fois que c'est fait, on reçoit un numéro d'exploitant. Et ce numéro, il faut bien le voir comme une plaque d'immatriculation, mais pour le pilote, pas pour le drone. C'est ce numéro qu'il faudra coller sur toutes les machines qu'on pilote. Alors, qui est concerné par cet enregistrement? La règle a deux facettes. D'abord, le poids. Au-dessus de 250 grammes, pas de discussion, c'est obligatoire. Mais attention, il y a un « ou » très important. Si le drone a une caméra, même s'il pèse moins de 250 grammes, l'enregistrement est aussi obligatoire. La seule petite exception, ce sont les appareils qui sont clairement identifiés et vendus comme des jouets. Pour ce qui est de la formation, il faut savoir que le premier niveau, le certificat A1/A3, est vraiment accessible. C'est une formation et un examen en ligne et c'est gratuit, c'est la base. Si on veut aller plus loin et voler en A2, c'est-à-dire plus près des gens, là il faut passer un cap. Auto-formation pratique et un examen théorique en plus sur place à la DGTA. Ah, et un détail qui a son importance, l'âge minimum pour piloter, c'est 16 ans. Bon, la paperasse est en ordre, maintenant parlons de ce qui se passe une fois en l'air. Quelles sont les règles du jeu? S'il y a un chiffre à graver dans sa mémoire, c'est celui-ci, 120 mètres. C'est l'altitude maximale absolue. On ne monte pas plus haut. Point. La raison est simple, c'est une question de sécurité vitale. Il s'agit de ne jamais interférer avec le trafic aérien classique, comme les avions ou les hélicoptères. Ensuite, il y a le concept de géozone. En gros, ce sont des endroits sur la carte où on ne peut pas voler, ou alors sous des conditions très particulières. Les aéroports, c'est l'exemple évident, mais ça concerne aussi les prisons, les centrales nucléaires, certaines réserves naturelles. Et faire l'impasse sur cette vérification, ça peut avoir des conséquences vraiment sérieuses. Et du coup, ça nous amène au réflexe numéro 1 de tout bon pilote. Avant chaque vol, sans exception, il faut aller sur map.droneguide.bi. C'est la carte officielle, la source de vérité, c'est non négociable. Dans certaines zones contrôlées, il faudra même une étape de plus, une demande d'autorisation via des outils spécifiques. On passe à un point qui est parfois un peu sous-estimé, mais qui est pourtant crucial, l'assurance. Soyons très clairs, en Belgique, avoir une assurance en responsabilité civile pour son drone, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une obligation légale. La question c'est, quelle assurance? Parfois, l'assurance familiale classique peut faire l'affaire, surtout pour un usage purement récréatif. Mais, et c'est un grand mais, il faut absolument vérifier son contrat. Souvent, les drones sont exclus d'office. Pour être vraiment tranquille, ou dès qu'on sort du cadre récréatif ou qu'on passe en catégorie spécifique, une assurance drone spécialisée devient indispensable.
Et comme toujours, le diable est dans les détails. Il faut vraiment lire les petites lignes du contrat d'assurance. Les exclusions classiques, c'est par exemple les vols au-dessus de l'eau, les dommages liés à une violation de la vie privée ou les dégâts intentionnels. Bref, une bonne lecture du contrat avant de signer, ça évite bien des maux de tête plus tard. Allez, dernière ligne droite, on va maintenant regarder vers l'avenir, parce que tout ce qu'on vient de voir n'est pas figé dans le marbre. Le monde des drones évolue à une vitesse folle, et la réglementation essaie de s'adapter. Il y a un changement majeur depuis début 2024 qui est très important à comprendre. C'est la différence entre les drones legacy, ceux achetés avant, sans étiquette de classe, et les nouveaux. Pour faire simple, les anciens drones de plus de 250 grammes sont maintenant relégués en catégorie A3, c'est-à-dire loin de tout. Les nouveaux drones, eux, ont une étiquette de classe, de C0 à C6, qui leur permet de profiter de toutes les subtilités de la catégorie Open. Et cette évolution s'inscrit dans un contexte sécuritaire de plus en plus présent. Une proposition belge a d'ailleurs récemment mis le feu aux poudres. Cette phrase est assez parlante. Selon le plan proposé, un drone non enregistré serait automatiquement considéré comme hostile. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça révèle un vrai conflit de vision. D'un côté, on a cette proposition belge qui voudrait immatriculer chaque drone, comme une voiture. De l'autre, on a le cadre européen qui dit non, on enregistre le pilote, l'exploitant. C'est tout le débat entre une approche nationale centrée sur la sécurité et une vision européenne harmonisée. Et on va terminer là-dessus avec une question qui reste en suspens. La technologie des drones, elle, ne va pas s'arrêter. Livraison, inspection, nouvelles applications, tout ça arrive très vite. La grande question, c'est est-ce que les règles vont réussir à suivre le rythme ? Il faudra trouver le bon équilibre pour encadrer tout ça sans tuer l'innovation. Une chose est certaine, le sujet n'a pas fini de faire parler de lui et il faudra rester attentif.